Bonjour à tous, bienvenue sur All in Mag. Je suis aujourd'hui avec Hamzat Boukari. Comment tu vas? Je vais bien, merci beaucoup. Donc, tu es né en 1981 à Cotonou, au Bénin, d'un père béninois et d'une mère martiniquaise. Tu es historien et écrivain et tu as consacré ton parcours à l'étude de l'histoire africaine et des dynamiques panafricaines, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça pour résumer, effectivement. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter brièvement et nous parler de ce qui t'a conduit sur ce chemin-là? Alors, comme ça a été indiqué, mon père est béninois, ma mère est martiniquaise, donc je suis à la fois du continent et de la diaspora. Je suis né au Bénin, donc je n'ai pas forcément grandi avec le complexe de beaucoup d'enfants africains qui sont nés à l'extérieur de l'Afrique, qui ont besoin de retrouver leur identité, parce que moi, dès le départ, j'étais déjà, entre guillemets, dans mon élément naturel. Ensuite, il y a des rencontres que j'ai eues suffisamment tôt, dont mes lectures autour de Aimé Césaire, autour de Malcolm X, autour de Frantz Fanon, qui m'ont, conscientisé, quand j'avais 13 14 ans. Et puis mon père qui avait étudié dans les années 70 à Dakar, il avait les livres de Cheikh Anta Diop. Donc, à la maison, il y avait déjà des éléments qui, je vais pas dire me prédestinaient, mais qui en tout cas, me montraient l'importance de l'histoire dans notre famille. Voilà. Et puis ensuite, il y a eu un voyage que j'ai fait quand j'avais 16 ans. On s'était rendu à Accra, au Ghana, avec mon grand frère et mon père. Et on s'était recueillis sur le mausolée de Kwame Nkrumah, qui est le champion du panafricanisme. Et donc là, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris que nous avons vraiment une grande histoire, que nous devons maîtriser notre histoire pour être nous-mêmes à la hauteur des enjeux qui sont les nôtres. Et donc j'ai commencé à lire, à m'intéresser de plus en plus à l'histoire de l'Afrique. Voilà. Puis ensuite, quand je suis arrivé ici en France, j'ai, comment dire, suivi un parcours classique, donc avec le bac et les premières années d'études en classe prépa. Puis après, pendant quelques années, j'ai arrêté mes études pour travailler. J'ai fait beaucoup de petits boulots durant toute ma jeunesse pour vraiment me construire un capital social, économique, professionnel, qui m'a permis ensuite de m'acheter toute la culture dont j'avais besoin. Donc j'ai énormément de livres, il faut vraiment acheter des livres, parce que c'est dans les livres qu'il y a une grande part de la vérité dont nous avons besoin. J'ai beaucoup lu. Et quand je me suis senti prêt, pour faire simple, pour résumer, ben là, je me suis vraiment inscrit dans des recherches plus conséquentes. Donc j'ai fait un doctorat sur Walter Rodney, qui a écrit Comment l'Europe se développa l'Afrique. Ça m'a amené à voyager en Tanzanie, en Guyana, en Jamaïque, aux États-Unis, etc. Et j'ai commencé donc à écrire de manière plus consistante des textes, jusqu'à commencer à écrire des livres, puis donner aussi un certain nombre de conférences. Donc pour moi, l'histoire, elle est vraiment là depuis le début. Elle est écrite, elle s'écrit et elle se transmet. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui est très important, la transmission et la passion de l'histoire. Tu as obtenu un doctorat en histoire et civilisation de l'Afrique. Est-ce que ce parcours t'a vraiment permis d'approfondir tes connaissances sur l'histoire africaine? Car on sait que les cours d'histoire à l'école sont souvent très limités sur ce sujet. Non, évidemment, si on attend l'école pour apprendre notre histoire, on va attendre très longtemps. On va attendre vraiment très longtemps. Donc il faut, à partir du moment où on sait lire, où on sait déchiffrer, où on sait regarder, où on sait penser et analyser, ben, il faut aller dans des lieux où il y a des livres qui nous concernent. Ici, nous sommes dans la librairie Taméry. Il y a beaucoup de livres qui traitent de l'histoire de l'Afrique. S'il y a des choses qu'on n'a pas appris à l'école, on peut les trouver ici. Et donc je me suis construit moi-même ma propre bibliothèque, africaine, panafricaine, anticoloniale, anti-impérialiste. Et dans le cadre de mes travaux de thèse, j'ai choisi de travailler sur quelqu'un qui lui-même était engagé, Walter Rodney. Donc j'ai lu évidemment tous les ouvrages de Walter Rodney, tout ce que lui-même a écrit. Et j'ai essayé un peu de comprendre sa démarche en tant qu'historien et l'accent qu'il mettait sur la nécessité d'étudier l'histoire sociale, l'histoire du peuple, et pas uniquement l'histoire des rois, des reines, des pharaons, des élites, pour essayer de comprendre en quoi l'éducation, en quoi la connaissance, en quoi l'histoire sont des outils de libération. Voilà. Donc dans le cas de mes recherches, c'est comme cela l'indique, hein, j'ai plutôt découvert des choses. Le principe d'une thèse, c'est de faire quelque chose d'inédit, et donc c'est vraiment de produire du savoir. Et donc du coup, c'est ça qui m'intéresse, c'est pas tant de produire du contenu,
mais produire du savoir qui permettront ensuite justement à des personnes comme vous, de produire du contenu à partir du savoir de ceux qui font des recherches. Donc du coup, s'il n'y a pas des gens qui font des thèses de doctorat, qui écrivent des livres, etc., ça réduit d'autant plus tous ceux qui produisent du contenu, parce que s'il n'y a pas de savoir, il n'y a pas de contenu. Donc du coup, c'est à ce niveau-là que moi je me situe. La recherche, c'est du contenu qui c'est ensuite traduit dans du contenu en, comment dire, qui est diffusé. Mais la recherche, le savoir, la connaissance, c'est vraiment un peu comme du travail en gros, à partir duquel on doit, comment dire, comprendre euh, que nous ne connaissons qu'une infime partie de notre histoire. Donc moi, c'est ce que la thèse m'a appris, elle m'a vraiment fait, elle m'a vraiment construit, elle m'a appris qu'il faut que je continue à chercher, que toute ma vie soit une vie de recherche, une vie de quête, et que ce travail-là ne prend jamais fin, et c'est ça qui le rend constamment actuel et constamment passionnant. Je comprends parce que moi, j'ai eu affaire à pas mal de profs d'histoire qui avaient des connaissances limitées sur l'Afrique. C'est pour ça que toi, tu es parti t'instruire toi-même plutôt que de compter sur ce que tu apprenais à l'école malgré les longues études que tu as faites. C'est bien ça. C'est bien ça, c'est-à-dire que on apprend des choses à l'école, mais l'Afrique n'est pas le centre de ce qu'on apprend à l'école, que ce soit ici en France ou même sur le continent, où parfois on n'apprend même pas l'histoire de son propre pays dans des pays africains. Donc c'est des anomalies, c'est des problématiques, et en même temps il faut bien comprendre que la recherche que l'on fait quand on est doctorant, docteur, étudiant, c'est une recherche qui est quand même individualiste, qui est quand même personnelle, parce qu'on doit chercher pour son étude, mais il faut choisir des sujets qui servent à la communauté. Voilà, j'aurais pu prendre un sujet qui est très fermé, travailler, je ne sais pas, sur je sais pas, les enfants de tel village, de telle localité, de tel pays, etc. Bon, ça n'aurait pas été très utile pour la communauté, autrement que pour les gens qui venaient de ce village-là. Mais quand on choisit des études qui peuvent parler à l'ensemble de la communauté, eh bien, on fait comprendre à tout un chacun qu'il doit aussi entrer dans l'histoire de manière révolutionnaire et radicale. Donc c'est quelque chose, je pense, d'important. Il faut décoloniser l'histoire. Et pour décoloniser l'histoire, il faut des chercheurs, des chercheuses qui ouvrent justement ce qui a été fermé dans des tiroirs par l'école coloniale, par l'école occidentale, et aussi parfois même par notre propre école. On va parler un peu de panafricanisme. Donc aujourd'hui, on entend beaucoup parler de panafricanisme en France, mais j'ai l'impression que cette notion est souvent mal comprise ou utilisée à tort et à travers. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas vraiment ce que ça signifie, mais qui se revendiquent comme tel. Est-ce que tu peux vraiment nous expliquer ce que c'est? Très basiquement, le panafricanisme, c'est un mouvement de résistance, c'est un mouvement de libération qui est né du temps de l'esclavage, pour se libérer de l'esclavage, qui va ensuite se développer en une doctrine d'unification des peuples puis des États africains dans le contexte de la lutte contre le colonialisme et le néocolonialisme, et qui met en avant les notions de solidarité, les notions de communauté, les notions d'unité au cœur des enjeux africains et panafricains ou afro-descendants comme on dit. C'est un mouvement qui est né dans la diaspora, donc qui a été d'abord porté par les Africains déportés du continent, qui est né plus précisément en Haïti, parce que Haïti est la naissance d'un État qui a, en 1804, pris l'engagement de défendre les Noirs de tout l'univers, et qui va ensuite être incarné par différentes figures, par William Du Bois aux États-Unis, par Marcus Garvey en Jamaïque et un peu partout dans le monde entier, par Kwame Nkrumah qui ramène le panafricanisme au Ghana dans les années 50, plus récemment par des figures comme Amilcar Cabral, comme Thomas Sankara, comme Steve Biko également en Afrique du Sud. Et ce mouvement, il a évolué en fonction justement de l'actualité historique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'esclavage en tant que tel a été aboli, même s'il persiste dans d'autres formes. Donc les raisons qui font que le panafricanisme est né au 19e siècle ne sont plus tout à fait les mêmes aujourd'hui. Les États africains sont devenus indépendants, mais ils sont devenus indépendants en maintenant des principes de division hérités de la colonisation. Donc la question de leur unité
à la fois en tant qu'État unitaire se pose et en tant qu'État ensemble se pose. C'est-à-dire que la question de l'unité de chacun des États africains pris séparément se pose et la question de leur unité, de leur mise en commun se pose également. Donc on voit bien que toutes ces questions sont, toujours, essentielles. Donc l'un des grands enjeux du panafricanisme au XXe siècle avec la décolonisation, c'était la lutte contre les régimes d'apartheid et là aussi on voit très clairement, par exemple, dans la manière dont, par exemple, Elon Musk et tout le lobby sud-africain blanc autour de Donald Trump qui est héritier de l'apartheid se mobilise. On voit bien que l'apartheid n'a pas été réellement vaincu, aussi bien sur le plan idéologique que sur le plan, économique puisque, la question de la redistribution des richesses, en Afrique du Sud et plus généralement sur le continent africain depuis les indépendances n'a toujours pas été réglée. Donc il y a énormément de raisons, de combats, de causes qui, justifient la permanence de l'idée, panafricaine. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on voit certaines personnes se revendiquer comme panafricains et critiquer des hommes noirs ou femmes qui sont chrétiens ou qui sont musulmans en les considérant comme aliénés parce qu'ils ne prient pas leurs propres ancêtres. Comment tu perçois ce type de discours et cette vision du panafricanisme? Bon, pour moi, c'est une position qui est totalement contre-productive. À la convention de l'UNIA en 1922, Marcus Garvey, qu'on ne peut pas accuser d'être, aliéné ou quoi que ce soit, posait la question notamment de prendre l'islam comme religion officielle de l'UNIA. Pourquoi il le faisait? Parce que à l'époque, les 3/4 des noirs qui étaient dans son organisation étaient des musulmans. Donc ça n'empêche pas, le fait d'être musulman n'empêche pas de soutenir, d'être derrière, de financer Marcus Garvey. 2 ans plus tard, il se tourne également vers les chrétiens parce qu'il constate également que les églises chrétiennes jouent un rôle très important au niveau de la communauté noire. Donc là aussi, on voit très bien que d'un point de vue stratégique, heu, attaquer les gens parce qu'ils sont musulmans, parce qu'ils sont chrétiens, ça ne fait pas fondamentalement avancer la cause. Je pense que si on prend aujourd'hui les dirigeants de ce qu'on appelle l'Alliance des États du Sahel, je pense qu'ils sont tous musulmans. Pourtant, ils ont rompu avec la France, ils affichent un certain panafricanisme, une certaine unité. Lorsqu'ils ont fait les cérémonies, c'est l'imam et l'archevêque qui sont venus. Bon, voilà, maintenant je pense que l'enjeu aujourd'hui, autour de cette question, c'est de revenir à des choses un peu plus sérieuses, un peu plus structurées et ceux qui ont ces propos-là sont visiblement, dans une mauvaise lecture de Cheikh Anta Diop, qui est, je pense, l'intellectuel noir le plus important du XXe siècle avec Du Bois, qui expliquait très clairement qu'il faut, sur la question de la religion, faire en sorte que les spiritualités africaines, les religions endogènes, les traditions soient revalorisées et donc revaloriser nos spiritualités, revaloriser nos traditions, revaloriser nos foi, nos croyances, ne doit pas passer par, je dirais, attaquer les autres qui pensent autrement. Je pense que c'est fondamentalement contre-productif, mais en revanche, il faut effectivement être très vigilant sur des formes de prosélytisme, sur des formes d'impérialisme, sur des formes d'agressivité qui, prennent le manteau, des religions, judéo-chrétiennes ou Monothéisme. musulmanes, pour, comment dire? Travailler, dans leur, chair, dans leur, âme, les communautés africaines parce que nous sommes des communautés extrêmement fragiles. Du fait de ce que nous avons vécu, du fait des traumatismes que nous avons subis, du fait des violences que nous avons subies, nous sommes des communautés extrêmement fragiles et aujourd'hui n'importe quel charlatan peut relativement facilement se construire une audience dans la communauté sur la base des questions religieuses. Donc je pense qu'il faut vraiment revenir, à des éléments, scientifiques et politiques consistants, donc aux positions de Cheikh Anta Diop et de quelques autres figures, qui ont montré que ce n'est pas en attaquant les gens sur, l'islam et le christianisme, qu'on les convertit au panafricanisme tout simplement. Est-ce qu'il existe, selon toi, un courant politique en France qui pourrait être en accord avec cette vision-là du panafricanisme? Il n'existe aucun courant politique, en France qui soit ou qui puisse être en accord avec la vision du panafricanisme parce que, le système politique français est un système fondamentalement, colonial.
C'est celui de la France-Afrique, de gauche comme de droite. Et ce système-là est également fondé sur, une lecture, républicaine, universaliste, non communautariste, qui, ne permet pas de penser la question de l'unité des Africains, des Noirs, des Afro-descendants, dans le contexte, je dirais, politique et institutionnel français. Le seul espace dans lequel on peut trouver, où on pourrait trouver évidemment des liens, et des accointances, c'est évidemment dans les territoires dits d'outre-mer, les vieilles colonies, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, la Kanaky, où il y a des mouvements indépendantistes. Mais il faut que ces mouvements indépendantistes comprennent l'importance de se tourner, vers l'Afrique, d'établir des solidarités avec les luttes qui ont lieu en Afrique, parce que ce sont, de près ou de loin, les mêmes causes et les mêmes effets qui se produisent de part et d'autre. La question coloniale n'a toujours pas été réglée. Tant que cette question coloniale n'est pas réglée, il me semble difficile de trouver dans le paysage politique français un courant favorable, aux idées panafricaines. En revanche, il faut que nos idées, il faut que le panafricanisme, il faut que nos intérêts, en tant qu'Africains, soient clairement défendus sur le plan, politique. Si nous n'existons pas politiquement, nous ne pouvons que nous en prendre à nous-mêmes de la manière dont nous sommes traités. Et donc il faut, apporter une réponse politique, et cette réponse politique, elle se construit, à la fois, je dirais, dans la conscientisation des nôtres, dans leur capacité à comprendre les enjeux de la politique française dans laquelle ils sont, entre guillemets «prisonniers», et aussi, je dirais, dans la capacité à faire pression, politiquement, économiquement, sur un pays dont la question de l'immigration, la question du racisme, sont des questions structurantes, lors de chaque élection, présidentielle. Enfin, il faut faire en sorte également que notre tissu associatif africain en France soit un peu plus au fait des enjeux politiques dans lesquels nous évoluons, au-delà des enjeux de politique locale, pour, être capable, je dirais, de faire respecter, les droits, les intérêts, des, populations d'origine africaine, ici, et qu'elles le fassent en lien également avec, les États africains. Alors moi, j'ai l'impression qu'il y a des figures comme Kémy Séba qui peuvent parfois sembler plus en accord avec certains aspects du discours de Zemmour qu'avec ceux de la gauche ou d'initiatives comme par exemple SOS Racisme. Donc pas forcément les discours xénophobes et dénigrants de ces derniers, mais plutôt cette idée, cette démarche d'émancipation des Africains vis-à-vis de la France ou de l'Occident en général. Comment toi tu te positionnes face à ces deux rives? Bah, pour moi, à mon sens, il peut pas y avoir de panafricanisme qui soit dans des logiques, entre guillemets, «d'extrême droite» ou d'extrémisme. Ça n'a pas de sens. Ce sont des choses qu'on a déjà vues sur le continent africain qui n'ont pas, fonctionné. Ce sont des choses qu'on a déjà vues également en Europe qui n'ont pas fonctionné. Il me semble important également de souligner le fait que du point de vue de l'extrême droite, de ce qu'on appelle l'extrême droite, il y a un intérêt effectivement à valoriser des lignes panafricaines qui seraient des lignes entre guillemets «radicales», comment dire? D'extrême, droite, de suprémacisme noir, parce que ça valide leur propre suprémacisme. C'est l'idée que les Africains chez eux, les Français chez eux. Comme vous dites l'Afrique aux Africains, ben nous, nous disons la France aux Français. Or, je pense que ce discours est fondamentalement puéril, je le trouve fondamentalement stérile, mais il marche politiquement parlant, parce que la question du rejet de l'autre est quelque chose qui parle à beaucoup de gens. Parce que les gens sont dans des mécanismes de peur, d'ignorance, de crainte, et donc ce sont des discours qui fonctionnent très largement. Après, sur mon propre point de vue personnel, honnêtement, ce sont des positions qui, de part et d'autre, ne m'intéressent pas fondamentalement, parce que moi, ce que je vise en priorité, ce sont les personnes, françaises, occidentales ou même africaines qui attaquent l'Afrique. Je pense que c'est ça qui est l'enjeu le plus important aujourd'hui. Les personnes qui, d'un point de vue idéologique, attaquent l'Afrique, et à mon sens, Zemmour n'est que, je dirais, un un épouvantail du vrai problème que nous avons, du vrai adversaire que nous avons, qui est Vincent Bolloré. Le système que nous combattons, c'est celui de Vincent Bolloré. Et tout ce qui est autour, pour moi, c'est un petit peu de l'épouvantail, c'est un peu de la diversion, c'est un peu de la distraction. Et donc, il ne faut pas se tromper, je dirais, d'ennemis. Il ne faut pas se créer des ennemis inutiles. Il faut, comment dire, verrouiller la cible et ne pas la lâcher.
et la cible, c'est tout le système de Vincent Bolloré qui est vraiment, je pense, l'un des plus, influents aujourd'hui dans la manière dont ses idées, entre guillemets, racistes, racialistes et autres, sont diffusées, y compris au sein des communautés noires, et je dirais sont totalement, contre-productives. Et qu'est-ce que tu penses personnellement de Kémy Séba? Bah, moi, personnellement, j'en pense pas grand-chose. C'est-à-dire que je pense que chacun a le droit d'avoir sa position, chacun a le droit d'avoir sa ligne, chacun a le droit d'avoir son parcours. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui est utile parce qu'il réveille beaucoup de gens qui dorment. Je pense que c'est quelqu'un qui travaille, qui a une grosse communication parce qu'il travaille, donc c'est quelqu'un qui bosse ses sujets. Voilà, mais après j'en pense pas, grand-chose. C'est très rare qu'on me pose la question de savoir ce que j'en pense parce que je pense que je travaille sur des choses totalement différentes de lui. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres personnes également qui ont des approches, propres à elles et qui sont tout à fait, intéressantes. Voilà, après, moi j'ai pas, comme je le dis encore une fois, les gens qui pensent le panafricanisme d'une manière différente de la mienne ne sont pas mes adversaires. Moi, mes adversaires, c'est les gens qui attaquent l'Afrique. Et ça, je pense que c'est très important, de le souligner. Le problème que nous avons dans la communauté, c'est que, il y a souvent des gens qui vont faire des vidéos, qui vont prendre des extraits et qui vont dire: «Vous voyez, un tel, il est contre un tel» et cetera. Donc je pense que c'est important de ne pas tomber dans le piège des noirs qui se bouffent entre eux et de comprendre que, ce qu'un tel dit, il y a des gens qui vont l'entendre et d'autres qui ne vont pas l'entendre. Et ce qu'un autre dit, beh, il y a d'autres gens qui vont l'entendre et d'autres gens qui ne vont pas l'entendre. Donc à mon avis, il y a de la place pour tout le monde. Chacun fait à sa manière, chacun fait par rapport à sa propre trajectoire. Chacun, je dirais, est, rentré dans cette cause pour des raisons, personnelles qui lui sont propres ou des trajectoires qui lui sont propres. Donc moi, que ce soit, Kémy Séba ou d'autres, tout à l'heure, j'étais avec des gens proches d'une autre figure justement panafricaine très influente. Chacun fait comme il le sent, avec ses moyens, avec ses objectifs, hein. Voilà. Donc ça tombe bien, tout à l'heure tu me parlais de Bolloré. Bolloré qui est le propriétaire de pas mal de maisons de disques où des rappeurs sont présents dans ces maisons de disques. Donc justement, les domaines où les Noirs sont le plus représentés aujourd'hui en France, c'est le rap et le foot. Est-ce que, selon toi, un Noir qui joue pour l'équipe de France, alors qu'il a des origines africaines, n'est pas à sa place dans cette équipe-là? L'équipe de France, il y a que des noirs. Ils sont tous à leur place. Ils jouent pour la France, ils sont nés ici, ils sont français, ils ont jamais été en Afrique. Bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Ils jouent pour l'équipe de France. Ça a toujours été de cette manière-là. Ce sont des gens qui font leur carrière ici, qui sont payés ici ou dans les clubs européens. C'est la France qui les a formés, qui les a construits, qui les a produits. Voilà, beaucoup se sont pris très jeunes dans les équipes de jeunes pour éviter justement qu'ils n'aillent pas jouer pour des pays africains. Dernier cas, c'était Désiré Doué, par exemple, le jeune joueur du Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Le problème, c'est que ces joueurs de football n'investissent pas forcément là où ils devraient investir. C'est pareil pour, les artistes, les musiciens qui n'investissent pas forcément dans, comment dire? Une culture de libération, qui n'investissent pas forcément dans, des activités qui permettent à la communauté de monter. Parce qu'il y a pas de communauté, pour moi, ce sont des individualités, et ça doit aussi, nous renvoyer au fait qu'on est dans un pays qui, se nourrit des individualités noires comme il a toujours fait. Vous prenez l'équipe, la NBA, c'est que des noirs américains, ils sont tous noirs, bon, ils sont tous américains. Ce qui les fait vibrer, c'est, l'hymne du drapeau étoilé, voilà, moi j'ai pas, je suis pas spécialement choqué, c'est comme ça, c'est comme ça. Je pense pas que ce soit en changeant les noirs de France qu'on va régler le problème. Je pense que c'est plutôt en, regardant comment, renverser un certain rapport de force qu'on fera évoluer les choses et les mentalités. Il y a plein d'autres noirs qui jouent pour des équipes africaines. Ça les rend pas forcément, plus panafricains ou plus, perturbés par la question de la libération de l'Afrique non plus. Voilà, il y a plein de noirs qui se marient entre eux, c'est pas pour autant qu'ils se sentent concernés par la libération de l'Afrique. Puis il y a des noirs qui se marient avec des personnes autres que des personnes noires et qui sont beaucoup plus engagés pour la libération de l'Afrique. Donc du coup, les trajectoires individuelles, les trajectoires personnelles,
elles font pas forcément sens dans, la cause de la libération de l'Afrique ou de l'unité africaine au final, quoi. Ah, c'est normal que tu dis ça parce qu'en général, quand une personne noire sort avec une personne qui n'est pas noire, ils sont systématiquement traités de vendus, justement par des personnes qui se revendiquent du courant panafricanisme. Après, c'est une approche différente, mais est-ce qu'on peut être un panafricaniste et être en couple ou marié avec une personne non noire? Bah, moi, très sincèrement, je pense que quand on est panafricaniste, on ne se pose pas du tout ces questions et donc que les gens qui se posent ces questions sont tout sauf des panafricanistes. C'est des gens qui sont juste dans le buzzisme, qui cherchent à faire du buzz sur ces questions-là. Parce que quand on est, engagé dans la cause, on n'a pas le temps de se poser ce type de questions de manière générale. Ça, c'est un premier élément. Deuxièmement, on peut tout à fait être, encore une fois, marié, avec une personne noire et «trahir la cause» entre guillemets. Il y a plein de noirs mariés entre eux, mais qui ont, aucun intérêt à voir, une communauté noire se développer. Il y a plein de noirs mariés entre eux, mais qui sont, totalement, français, de l'intérieur, qui sont totalement français, qui ne veulent aucun lien avec l'Afrique. Donc encore une fois, les choix que l'on fait, ils veulent pas forcément dire, grand-chose en termes d'engagement ou de militantisme, quoi. Voilà. Alors, juste pour conclure sur le rap, alors moi j'ai vécu l'époque du rap avec message fort sur le racisme, sur l'Afrique, etc. Aujourd'hui, ce message se perd un peu. Alors, est-ce que selon toi, le rap reste encore un bon moyen pour faire passer ce type de message? Alors moi, ça fait un moment que j'écoute plus du rap, Mhm. donc je sais pas du tout ce que c'est devenu aujourd'hui, mais il y a un hip-hop qui reste conscient, qui fait passer des messages, qui sensibilise, voilà. Il y a toujours des artistes qui sont restés vrais, qui sont restés, engagés, mais évidemment, c'est pas forcément eux qui vont être mis en avant, qui vont être valorisés. Est-ce que ce serait pas un Heu, choix justement du groupe Bolloré, parce que c'est quand même quelqu'un qui dirige les maisons de disques, etc. Est-ce que ça a une influence sur le message qui disparaît? Est-ce que le groupe Bolloré a une influence dessus, tu penses? le groupe Bolloré a une influence évidemment. En fait, le groupe Bolloré, il est là pour libérer la parole raciste en France et pour, prendre des parts de marché dans l'industrie culturelle en Afrique. C'est-à-dire qu'il est là pour, abrutir les Africains et pour, développer le racisme dans le paysage public et politique français. Il est là aussi pour vendre un certain, mode de consommation, culturelle. Il est là également pour montrer finalement que c'est l'impérialisme qui permet, entre guillemets, à l'Afrique de se réaliser culturellement, alors qu'en réalité, on est sur un appauvrissement culturel majeur. Donc c'est ça qui est paradoxal, c'est-à-dire que dans pas mal de pays africains, si vous voulez faire quelque chose avec une bonne production, beh, vous aurez plus tendance à aller vers, tout ce qui est, contrôlé par Bolloré parce que c'est ce qui vous permet d'avoir de la bonne technique, des bonnes salles et cetera, tout ça. Donc ça pose la question, en fait, de la capitulation de nos États qui ont totalement, abandonné, l'univers culturel, c'est-à-dire la question du soft power, à nos adversaires. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément sur les rappeurs, les artistes de manière générale, ceux qui sont vrais, ceux qui sont engagés, depuis le début, sont toujours restés vrais et engagés. Ceux qui rentrent dedans pour se faire de l'argent ne vont pas prendre la peine, je pense, de chercher à faire des textes conscients. Or, le principe de Bolloré, c'est de faire du cash, hein, c'est son nom, c'est le prince du cash flow. Donc évidemment, il va être plus dans la tendance, entre guillemets, de vendre quelque chose qui est commercial, qui n'est pas conscient. C'est évident que ce n'est pas en suivant le contenu de Bolloré, que ce soit le contenu, musical ou cinématographique, que vous allez faire une révolution. Ça, c'est évident. Maintenant, il existe aussi un paysage alternatif, dans lequel, d'autres sons de cloche évoluent. En sachant que dans le contexte du continent africain, il y a aussi toutes les scènes contrôlées par les instituts culturels français ou d'autres pays occidentaux, dans lesquels des artistes, entre guillemets, «radicaux» peuvent se produire, mais leur message, en fait, il est délégitimé par le lieu dans lequel même ils se produisent. Donc tout cela fait partie, je dirais, d'une captation, de la résistance africaine, de la même manière que je pense qu'il y a tout un mouvement de «révolte», entre guillemets, contre la France qui est en partie provoqué, contrôlé, manipulé par la France elle-même. Et ça fait partie, je pense, de la recomposition, comment dire? Ouais, des enjeux culturels d'aujourd'hui où, être, entre guillemets, «rebelle»,
ou se donner une image de rebelle, ou se donner une étiquette panafricaniste, mais ça permet d'avoir du public, ça permet de vendre, ça permet de rentrer dans le jeu finalement de l'impérialisme. Et ça, il y a beaucoup de figures qui ont justement cette étiquette-là, qui leur permet d'être, entre guillemets, rentables sur le marché de l'influence, rentables sur le marché de la médiatisation, et de capitaliser dessus sans être forcément réellement engagé sur les causes en tant que telles, quoi. D'accord. Donc, on va parler un tout petit peu des géopolitiques pour terminer. Donc, selon toi, quel est aujourd'hui le principal frein au développement économique de l'Afrique subsaharienne? Bah, le principal frein au développement économique d'Afrique subsaharienne, c'est qu'on n'a jamais mis en place un vrai plan de développement de l'Afrique subsaharienne tel que Cheikh Anta Diop l'avait posé dans les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire, où il a démontré comment on peut mettre en place 8 bassins de développement industriel et culturel du continent africain qui permettront de décoller. Le problème, il est là, on n'a jamais mis en place ce plan qui permettrait de rationaliser les économies, qui permettrait d'en finir avec l'extraversion de nos économies, et qui permettrait également de produire pour nous-mêmes. Ça, c'est un premier point, la question du plan. S'il n'y a pas de plan, on ne peut pas avancer. Deuxièmement, c'est la question des cadres. Pour développer une économie, il faut être capable de lever nos propres ressources. Et donc, il faut que nous soyons nous-mêmes nos premiers investisseurs. Or, tant qu'on reste fondé sur un développement par les investissements directs étrangers, on ne va pas avancer. Tant qu'on est sur des États qui ont besoin de s'ouvrir largement à des capitaux qu'ils ne contrôlent pas, ils ne font au final que brader leurs propres ressources économiques. Donc il y a un enjeu de produire dans les sociétés africaines un patriotisme économique africain, un nationalisme économique africain, où nous-mêmes nous allons investir dans nos économies, dans nos ressources, dans nos pays pour les développer, parce que le développement ne viendra pas de l'extérieur. Et donc là, il faut reprendre les thèses de Samir Amin, qui soulignait la nécessité de pratiquer la déconnexion, c'est-à-dire de se déconnecter du système commercial et capitaliste international pour mettre en place ce que Joseph Kizerbo appelait un développement endogène, c'est-à-dire nous baser sur nos propres ressources pour avancer. Donc, faire un peu comme la Chine l'avait fait à un moment, se mettre en autarcie, développer notre marché intérieur, et une fois que ce marché intérieur est contrôlé, eh bien, on ouvre de manière stratégique quelques zones, donc c'est les zones économiques spéciales, au marché international. Et une fois qu'on maîtrise à la fois notre marché interne et notre marché international, eh bien, on est capable de passer comment dire, de lion chassé par le chasseur au lion qui lui-même va chasser le chasseur. Donc il faut vraiment une révolution économique, une révolution culturelle, une révolution politique, une révolution industrielle. Et par rapport à ça, on a tous les outils théoriques pour le faire, mais ce qui manque, c'est, je dirais, les cadres en termes de ressources humaines, les cadres politiques, la volonté politique de le faire. Et c'est pour ça que Kwame Nkrumah disait que c'est le politique, c'est le royaume politique qui doit décider de tout. Et si on a cette volonté politique, le reste va suivre. Mais si on n'est que sur l'économique et qu'on n'a pas le politique, ça ne marchera pas. Donc il faut aujourd'hui recomposer, reconfigurer tous ces éléments-là pour faire de l'Afrique, je dirais, son propre centre. Alors, moi, étant d'origine congolaise, en ce moment, on est tous touchés par le conflit, enfin, qui a toujours été, c'est un conflit qui dure depuis quand même pas mal d'années, et c'est qu'aujourd'hui qu'on en parle. Et ce que tout le monde se demande, c'est pourquoi le président de la République démocratique du Congo n'envoie pas des troupes au niveau des endroits à conflit. Bah, ça, c'est une bonne question. Pourquoi ils n'envoient pas de troupes dans les zones, à conflit? Bon, moi, ce que j'ai toujours dit, c'est il faut déplacer la capitale. C'est-à-dire que le centre de gravité doit se déplacer là où il y a urgence. Quand, Mouhamadou Bouhari a été élu président du Nigeria, c'était l'époque de Boko Haram, il a déplacé le siège du chef d'état-major de l'armée, il l'a déplacé au niveau de Maïdougouri, qui était la capitale de la région la plus concernée par les attaques de Boko Haram. Donc il est Mhm. évident qu'aujourd'hui, c'est tout l'état-major congolais qui doit se déplacer là où il y a besoin d'un vrai centre de commandement, d'un vrai pouvoir, d'un vrai exécutif présent sur place. Je pense que ça, c'est une évidence. Il faut que le Congo revoie son centre de gravité géopolitique. Le Congo est en soi une géopolitique à lui seul,
mais il faut qu'il repense sa géopolitique interne et qu'il prenne conscience que ce qui se passe au Kivu, ne concerne pas uniquement le Congo, ne concerne pas uniquement l'Afrique, mais concerne le monde entier et qu'il faut, prendre au sérieux, cette situation, de la manière la plus urgente possible. Un autre élément évidemment, c'est que vous ne pouvez déplacer votre armée, que si vous disposez d'une armée qui est réellement en état de combattre, et la question de l'armée congolaise est un vieux serpent de mer depuis, bien longtemps. Depuis même, je dirais, l'époque de l'indépendance où, le général Johnston disait aux soldats congolais: «Avant l'indépendance égale après l'indépendance». Il faut reconstituer, une armée qui soit, à la hauteur des enjeux qui se posent au niveau du Congo. Et si le Congo n'est pas en mesure de le faire, il faut une armée continentale, une armée panafricaine qui vienne régler cette question pour qu'on ne soit plus dépendant des casques bleus des Nations unies ou de je ne sais quelle puissance étrangère qui dirait qu'elle viendrait apporter la paix, dans la région des Grands Lacs. Donc ça, c'est un enjeu, je pense, qui est très important. Heu, Ensuite sur la question, de la résolution de ce conflit, je ne suis pas certain que ce soit une solution militaire qui soit la plus pertinente. Je pense que nous perdons beaucoup de temps avec, vraiment la satisfaction et le sourire des impérialistes, à nous entretuer. Ça fait le bonheur des marchands d'armes, ça fait le bonheur des, ONG humanitaires, ça fait le bonheur des médias occidentaux, ça fait le bonheur des chancelleries occidentales. Je pense qu'à un moment ou à un autre, il faut que l'on comprenne que, nous devons, trouver des solutions, qui ne soient pas des chaînes supplémentaires que nous nous mettons au cou. C'est très important et dans le cas du Congo, les solutions, il faut les construire de manière intelligente. Mais à qui profite le crime? Parce que là, tu m'as parlé des ONG occidentales, mais en Afrique, à qui profite vraiment cette guerre-là? Bah, cette guerre, elle profite aux multinationales, c'est très clair. Elle profite pas au Rwanda, elle profite pas aux Rwandais, elle profite aux multinationales. C'est les multinationales qui sont les principales bénéficiaires du pillage des ressources africaines. Et les multinationales sont, dans bien des cas, bien plus puissantes que les États. Donc on peut effectivement indexer les États, on peut indexer les populations, on peut indexer tel ou tel chef d'État, mais au final, ce sont les multinationales qui en profitent et qui, en profitent en s'en lavant les mains, en mettant quelque part la responsabilité sur d'autres. Et donc les multinationales, ce sont, je dirais, les porte-étendards d'un système économique qui est le capitalisme et d'un, mode de fonctionnement, d'un mode de prédation qui est l'impérialisme. Donc ça veut dire que Kagame n'est qu'un pion dans l'échiquier. Bah, Kagame, Museveni, Tshisekedi, tous sont des pions dans l'échiquier, tous. D'accord. Donc il y a beaucoup de membres de la diaspora qui sont nés en France et qui sont arrivés jeunes, qui prônent un retour en Afrique après l'obtention de leur diplôme. Certains pensent qu'ils vont pouvoir sauver le pays ou améliorer la situation économique et catastrophique dans certains États. Il y a certaines personnes qui trouvent ces propos comme déplacés, voire condescendants. Qu'est-ce que toi tu penses de ces jeunes diplômés de la diaspora qui pensent pouvoir apporter quelque chose à l'Afrique, une valeur ajoutée ou au développement économique de leur pays d'origine? L'Afrique a besoin de tous ses enfants. L'Afrique a besoin de tous ses fils et de toutes ses filles, mais il faut que ce soit des enfants formés, aux défis, aux priorités, aux enjeux de l'Afrique. Pas des enfants qui viennent, entre guillemets, se montrer en spectacle en disant qu'ils ont réussi à l'extérieur et qu'ils vont montrer aux Africains c'est quoi la réussite, c'est quoi la vraie vie. Donc il faut beaucoup d'humilité pour ceux qui sont dans la diaspora lorsqu'ils regardent le continent africain. Il faut, une certaine empathie, pour comprendre que ce n'est pas faute de moyens que, ceux sur le continent ont des difficultés, mais bien parce qu'on leur met d'énormes bâtons dans les roues et que dans certains cas, on va privilégier justement, la diaspora que ceux du continent. Et donc ça aussi, c'est un élément, je pense, important. Venir de l'extérieur ne doit pas nous donner un sentiment de supériorité, un sentiment de, comment dire, de sauveur. Parce que ça voudrait dire que nous avons été totalement colonisés, nous avons subi un colonialisme interne qui nous fait nous prendre, entre guillemets, «nous-mêmes pour des blancs» quand nous allons en Afrique. Ouais, savior, quoi. Exactement, ça c'est un premier élément. Le deuxième élément, bon, Marcus Garvey le disait, bon je le cite, mais on peut en citer d'autres, hein, que, il y a des noirs, hein, qui, en aucun cas ne doivent mettre le pied en Afrique. Parce que c'est pas parce qu'on est noir, c'est pas parce qu'on a des grandes idées pour l'Afrique que c'est forcément bénéfique pour le continent africain.
Voilà, on peut avoir envie, je dirais, de calquer, de construire, un mode de vie, une vision, occidentale sur l'Afrique qui ne correspond pas aux enjeux, aux priorités locales. Et donc la première des choses, c'est de voir exactement de quoi les gens sur place ont besoin et surtout de ne pas faire entre guillemets «à leur place». C'est très important de se mettre au service, de l'Afrique et de ne pas mettre l'Afrique à son service. Et trop souvent, on a effectivement des personnes qui rentrent, en Afrique et qui vont, adopter, un mode de vie, un comportement, qui les place immédiatement dans l'élite locale, et qui vont plutôt contester la bourgeoisie africaine qui elle-même n'a que peu d'intérêt pour le peuple africain. Donc ça va se dessiner en fonction des domaines dans lesquels vous vous engagez quand vous rentrez. Ce n'est pas la même chose si vous rentrez avec un projet entre guillemets «business» que si vous rentrez en étant, médecin, pharmacien, ou avec un projet, d'agroécologie. C'est pas le même type de sensibilité que vous touchez. Ce n'est pas la même chose évidemment si vous ne parlez aucune langue du pays dans lequel vous allez en Afrique ou si, vous en parlez une. Et donc il faut faire l'effort d'apprendre un minimum les langues ou la langue la plus parlée dans le pays dans lequel vous vous installez. Donc si vous allez vous installer au Sénégal, bah, essayez d'apprendre un minimum le wolof. Si vous allez, au Congo, bah, le kikongo, le swahili ou le Mhm. chiluba ou le lingala, il faut en maîtriser quelques éléments. Et ça renvoie à la nécessité, lorsqu'on est dans la diaspora, beh, de nous former à l'Afrique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre d'être rentré sur place pour se former à ces questions-là. Il faut s'y former avant même d'être rentré. D'où le fait de développer dans la diaspora, beh, des vrais centres panafricains où ceux, de la diaspora qui ont notamment des projets de retour en Afrique, beh, seront, je dirais, mis au jour de ce que sont les réalités africaines, de ce que sont les fantasmes que l'on projette sur l'Afrique et de ce que sont les difficultés, ou les succès que l'on peut connaître en Afrique. Parce que très souvent, on va peut-être, rejeter ou dire des choses ou essentialiser les Africains à partir peut-être d'une difficulté, alors que les mêmes difficultés que l'on rencontre ici, matin, midi, soir en France, on ne va pas leur accorder la même importance. Donc ça aussi, c'est un jugement qui va être parfois très dur envers les nôtres, alors qu'on laisse tout passer à d'autres et en même temps, très, comment dire? Problématique parce qu'on va faire de son expérience personnelle une généralité. Voilà, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui font des vidéos où c'est du tout ou rien. Certains disent: «Je suis rentré en Afrique, c'était une catastrophe, n'y allez pas» et cetera, tout ça. Et d'autres vont dire: «Je suis rentré en Afrique, c'est génial, rentrez tous en Afrique». Donc on ne peut pas faire de son expérience personnelle, une vérité absolue parce que, on ne rentre pas en Afrique au même âge. Ce n'est pas pareil de rentrer en Afrique quand on a 25 ans, qu'on vient de terminer ses études, que quand on a 45 ans, qu'on a fondé une famille, et cetera. Donc tous ces éléments-là, il faut les prendre en compte et c'est à chacun, dans ce lot d'expériences, beh, de déterminer la trajectoire qu'il souhaite construire. Mais il est évident que aller en Afrique est essentiel. Au moins dans une logique de pèlerinage, il faudrait que toutes les personnes noires, africaines, afrodescendantes qui sont nées à l'extérieur de l'Afrique aient un jour l'occasion, d'aller quelque part en Afrique pour voir, pour sentir, pour se recueillir, sur cette terre-là. Donc, pour la dernière partie, brièvement, on va parler du Bénin. Donc, toi, tu es 50% béninois, d'origine en tout cas. Donc, quel est ton rapport avec ce pays? Bah, moi, c'est mon pays de naissance, c'est mon pays de nationalité, c'est le pays où j'ai passé une grande partie de mon enfance, de mon adolescence. C'est le pays où j'ai vécu, la quasi-totalité de mes premières fois, comme on dit. C'est un pays qui est extrêmement, une terre qui est extrêmement importante, et qui est dans la continuité d'un continent. Donc, voilà, moi j'ai une famille, élargie qui va globalement du Nigeria au Ghana, avec un petit peu aussi des gens au niveau du Burkina Faso. Voilà, donc je ne conçois pas mon identité béninoise comme une identité qui se résume à un espace de 122 000 km². C'est un peu plus large que ça. Voilà, mais c'est un pays auquel, effectivement, je tiens beaucoup parce qu'il a aussi une histoire, très, très particulière et très riche, oui. Ta mère est martiniquaise, donc tu te décris souvent comme un Africain des Caraïbes. Est-ce que tu ressens une attache plus envers le Bénin ou plus envers la Martinique?
C'est différent parce que la Martinique, c'est une île. Ça veut dire que quand vous allez en Martinique, vous allez vraiment en Martinique. Mais quand vous allez au Bénin, vous allez en Afrique parce que vous atterrissez au Bénin, ben, vous allez au Togo. Moi, souvent, quand je vais au Bénin, d'ailleurs, j'atterris dans un pays voisin, j'atterris pas forcément directement à Cotonou. Donc c'est différent. Voilà, c'est, Marcus Garvey qui disait: «Voilà, je n'échangerai jamais, une île contre un continent». Quand vous allez en Martinique, c'est un espace qui est limité géographiquement. Vous en faites le tour en une après-midi en voiture. Vous avez une proximité avec, le peuple martiniquais. Vous avez l'histoire qui est enracinée, qui est prisonnière de cette île et voilà, donc dans les 2 cas, c'est des sentiments différents. Moi, je vais chaque année en Martinique. Je ne vais pas forcément chaque année au Bénin, parce que je sais qu'au Bénin, les choses sont établies. J'ai mon père, j'ai mes grands frères mon grand frère et mon petit frère qui y sont. J'ai mes repères, même s'ils ont tendance à disparaître parce que le pays évolue, le pays se construit. Il arrive que j'y rentre sans reconnaître les lieux tels qu'ils sont aujourd'hui parce que, bah, ça a beaucoup changé par rapport à quand j'étais plus jeune. Mais des 2 cas, je ne fais pas de distinction, sauf que j'inscris vraiment le Bénin dans un ensemble plus large, alors que la Martinique est plus, je dirais, une sorte de jardin secret, où je n'ai pas eu l'occasion de vivre dans la durée, mais j'y vais vraiment tous les ans depuis, vraiment très longtemps. Et j'espère pouvoir apporter autant à la Martinique qu'au Bénin, du point de vue de ma production, intellectuelle, du point de vue de ma production, de mon engagement militant, parce que ce sont des terres qui sont, évidemment liées, pas que par moi, parce qu'il y a beaucoup plus de personnes que l'on ne croit qui ont, un parent du continent et un parent de la Martinique, de la Guadeloupe ou de la Guyane. On est beaucoup plus nombreux qu'on ne le croit et on forme un nouveau groupe social et aujourd'hui, on voit aussi de plus en plus de Martiniquais, de Guadeloupéens qui viennent s'installer en Afrique, qui, épousent aussi des Africains. Donc ça aussi, c'est très important, de montrer que contrairement à ceux qui disent que les Africains et les Antillais ne s'aiment pas, heu, bah, en réalité, il y a plein de couples, il y a plein d'enfants qui sont issus de ces unions-là. Voilà. Donc, lors de mon dernier reportage, moi, j'ai suivi un combattant béninois qui nous venait de Cotonou. C'est un combattant de MMA qui a fait un combat à Paris, combat professionnel. Alors, moi, avec lui, j'ai l'impression que le sport au Bénin se développe et qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour faire évoluer les structures à Cotonou et puis même dans d'autres villes là-bas. Qu'est-ce que toi t'en penses? Bah, oui, le sport, c'est quelque chose d'important parce que ça apprend la discipline. Je pense au camarade, Kokam Kamchuan qui gère le centre EYA à Cotonou, qui est un champion de hockey, et qui forme pas mal de jeunes aussi dans le cadre de cette activité-là. Le sport, c'est ce qui permet de se donner une discipline. C'est ce qui permet également de développer la camaraderie parce que c'est souvent des sports d'équipe ou même de respecter l'adversaire, donc d'avoir du fair play. Ça donne une éducation. On parle d'éducation physique et sportive, c'est très important. C'est également un moteur de développement économique. Le sport vous donne confiance en vous. Quand vous réalisez des performances, quand vous améliorez vos scores, vous prenez confiance en vous, vous pouvez devenir un champion, vous développez une mentalité de vainqueur, une mentalité de gagnant et une détestation de la défaite, ce qui vous fait vouloir toujours être le meilleur possible. Heu, En ce sens, je pense que c'est quelque chose de très important, dans notre émancipation. Alors, le continent africain ou les peuples noirs de manière générale ont produit de très grands champions, de très grands sportifs. On domine une grande partie des sports qui existent aujourd'hui dans le monde. L'enjeu aujourd'hui, c'est de faire en sorte effectivement que les sports africains, notamment les sports de lutte et autres, aient également une reconnaissance internationale, tout au moins une reconnaissance de nous-mêmes. Et donc ça aussi, c'est quelque chose, je pense, qui est très important. Le sport est également un levier, économique. Il y a de l'argent dedans. Et ça renvoie au fait à cette problématique où on a vu, moi je me souviens quand j'étais petit, je regardais la Coupe d'Afrique des Nations, il n'y avait pas les sponsors que l'on connaît aujourd'hui, type Bolloré, Canal+, et cetera. Donc on voit bien aussi comment cette activité-là, est, de plus en plus, prise en otage. On évoquait tout à l'heure les joueurs de l'équipe de France de football. Mhm.
Mais dans le cas du Bénin, il y a un enjeu, en tout cas, effectivement, à faire, du sport un moteur, comment dire? De développement humain, Ben, de bien-être, tout en sachant qu'il y a, en revanche, beaucoup d'autres difficultés sur le plan, économique, sur le plan du niveau de vie, sur le plan des libertés publiques et politiques, et que le sport doit être effectivement un vecteur de cohésion sociale, et les règles qui sont édictées dans le sport, doivent être également des règles élargies à l'ensemble de la société, pour que le combat politique, qui est aussi un combat sportif, puisse se faire dans les règles de l'art, tout simplement. en tout cas, il s'appelle Jean Dos Santos. Il s'entraîne au club Ekvioso MMA à Cotonou. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de lui. Alors de nom, non. J'avoue, je suis assez peu en fait l'actualité, sportive africaine, mais je vois quand même passer de plus en plus, de sportifs qui font des choses. Il y avait une équipe béninoise lors des jeux olympiques ici qui était présente, une petite délégation, je crois de 6 athlètes. Voilà, donc c'est des éléments de fierté, c'est des éléments d'inspiration, voilà, mais après il faut effectivement que tous ces sportifs soient aussi politiquement éduqués. Je pense que c'est vraiment l'enjeu le plus important. Voilà, on voit bien comment le pouvoir politique récupère l'image des sportifs, en sa faveur, donc il est important que les sportifs comprennent également qu'ils ont, un rôle à jouer à ce niveau-là. On arrive sur la fin de cette interview. Écoute, mais c'était très enrichissant. Je te remercie infiniment. Alors, juste, est-ce que tu as des événements prévus en ce moment, des conférences ou des choses comme ça, afin qu'on puisse suivre ton actualité? Alors juste après cet enregistrement, je pars pour, une conférence sur le Congo, justement sur la question des violences, donc des viols, des génocides, au niveau du Congo. Très intéressant. Donc cet après-midi là, donc dans quelques minutes, juste après notre échange, et jeudi, je pars en Martinique pour, une douzaine de jours, dans le cadre d'un festival de films documentaires que je co-organise et que je co-anime, autour des révoltés de l'histoire. Après, j'aurai d'autres conférences, fin avril, en Allemagne, également, en France, et au mois de mai, je serai en Guyane et en Haïti, pour, continuer le travail de formation, de sensibilisation, de politisation, autour des questions panafricaines. Est-ce que tu as des réseaux sur lesquels on peut te suivre? Alors oui, alors moi je travaille sous mon vrai nom, donc Hamzat Boukari, donc sur Instagram, donc accroché, sur, Facebook également, sur Twitter Hamzat Boukari Yabara. Il y a également tout ce qui est fait au niveau de la Ligue panafricaine Umoja, qui est l'organisation que je préside, donc LP-Umoja, UMOJA, qui veut dire donc unité en swahili. Voilà, alors je crois aussi une chaîne YouTube où il y a quelques-unes des vidéos que j'ai mises en ligne, et évidemment un site internet, donc www.hamzatboukariyabara.com, où vous avez donc mon agenda, un certain nombre de mes travaux, de mes textes, et aussi des liens vers, des, podcasts ou des vidéos dans lesquelles j'interviens. Je te remercie infiniment et je te souhaite beaucoup de force pour la suite. Merci beaucoup en tout cas pour le temps, consacré, pour, le partage donc de cet entretien. Avec plaisir. Comme je le disais encore une fois, moi je suis là pour produire du savoir, et plus ceux qui produisent du contenu, pourront aussi diffuser ce savoir-là, mieux on avancera ensemble. Donc, En effet, pour moi, c'était un plaisir de participer également à cet échange. plaisir partagé.